Bonjour Alain Grèche Bonjour. et merci d'avoir pris le temps de passer quelques minutes avec moi pour répondre à mes questions sur ce qui se passe en Afghanistan depuis quelques jours, en gros. Tout en disant ça, on va parler de ce qui se passe en Afghanistan depuis 20 ans et plus, hein. Voilà, donc en fait, l'Afghanistan fait la une de tous les journaux là depuis quelques jours et avec la Kaboul qui tombe ou qui retombe aux mains du Taliban. Euh, Alors, je voulais donner quelques chiffres. C'est donc la guerre contre la terreur ou contre le terrorisme, mais le nom en anglais, c'était The War on Terror, donc que Bush avait lancé en 2001 pour donc éradiquer le mal dans le monde. A commencé donc il y a quasiment 20 ans, jour pour jour, hein, c'était en septembre-octobre 2001. Et depuis, donc c'est la guerre, en tout cas en Afghanistan, elle a coûté 300 millions de dollars par jour aux États-Unis, donc depuis 20 ans. Une grande partie de cet argent était pour sécuriser, disons, l'Afghanistan, créer une nouvelle armée, des forces de sécurité solides. Et donc 300 millions d'euros pendant 20 ans pour faire ça. Les États-Unis se retirent doucement de l'Afghanistan et en quelques jours, sans presque aucune résistance, en gros, le Taliban, donc l'ennemi juré, l'ennemi numéro un, le diable en question, recapture en gros Kaboul et les villes les plus importantes de l'Afghanistan en un clin d'œil. Comment, toi, tu peux expliquer une telle débâcle et peut-être donc en donner un petit contexte historique à cette débâcle? Il y a une double défaite pour les États-Unis, la défaite en Afghanistan même et la défaite que ça annonce de ce que les Américains ont appelé la guerre contre le terrorisme. Pour comprendre l'ampleur de la défaite américaine en Afghanistan, on peut faire une comparaison assez intéressante, à mon avis, avec ce qui s'est passé avec l'Union soviétique. En 78, il y a un régime communiste qui prend le pouvoir à Kaboul. Il se heurte très vite à une lutte armée. Les soviétiques décident d'intervenir militairement en décembre 79. Et donc pendant 10 ans, il va y avoir une guerre extrêmement meurtrière qui va voir la naissance des groupes des Moudjahidines, ce qu'on appelle à l'époque les Moudjahidines, qui sont aidés par aussi bien l'Arabie saoudite, les Américains, portés au nu par les Occidentaux. Et puis, les Soviétiques, au moment de l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, décident que c'est une guerre ingagnable et qu'ils vont se retirer. Et donc, ils se retirent, et alors que tout le monde annonçait la chute du régime dans quelques semaines, ils vont tenir 3 ans. Alors que le régime mis en place par les Américains n'a pas tenu 15 jours. C'est intéressant parce que je pense qu'il y a eu un investissement différent. C'est-à-dire que les Soviétiques ont vraiment mis en place, il y avait un parti communiste, mais le régime a vraiment mis en place une petite base enfin de gens qui les soutenaient dans l'armée, dans l'administration, etc. Et des gens qui étaient prêts à se battre pour leurs idées. Et ils se sont battus pendant 3 ans. Ce qui est étonnant du côté américain, c'est que, comme vous dites, ils ont mis des sommes inimaginables en œuvre, mais c'est des sommes qui n'ont été qu'à une toute petite élite très corrompue, y compris d'ailleurs une partie des généraux américains qui ont tiré profit de cette guerre, et avec le fait que les gens n'avaient plus aucune raison de se battre parce qu'ils voyaient, enfin les soldats, parce qu'ils voyaient un pouvoir divisé, qu'il n'y avait pas une, il n'y avait rien pourquoi se battre, sinon l'impression que c'était des gens qui souhaitaient voler et s'enrichir au maximum. Et donc, même les soldats qui, dans d'autres conditions, se seraient battus, ils ne voyaient aucune raison de se battre. Et puis l'autre remarque que fait un journaliste à propos de cette tentative depuis 20 ans par les Américains de créer une armée afghane, de créer des combattants afghans, mais s'il y a un pays dans le monde dans lequel la population sait se battre, c'est l'Afghanistan. Enfin, les hommes en tous les cas. Ils sont tous armés, il y a une tradition guerrière, etc., etc. C'est quand même extraordinaire que il ait fallu 20 ans pour aboutir à ce résultat, c'est-à-dire une armée qui est théoriquement avec 300 000 hommes et qui s'est révélée une coquille vide. Mais ça prouve au-delà de ça que on n'est plus à l'époque coloniale, c'est-à-dire que les gens n'acceptent plus d'être dominés par des étrangers. Même quand les étrangers prétendent qu'ils ont de bonnes intentions, c'est fini ça, cette période coloniale, elle est finie.
Et je pense que ça, les Américains n'ont pas compris. Ils ont cru que parce qu'ils avaient des bonnes intentions, ou en tous les cas ce qui prétendait être de bonnes intentions, ils allaient obtenir un soutien. Et ça n'a pas été le cas. Oui, tu viens de dire quelque chose par rapport à l'une des caractéristiques des Afghans. Et dans ton article là qui s'appelle Afghanistan d'une défaite l'autre, tu cites un universitaire afghan qui écrivait en 69 une des caractéristiques les plus importantes des Afghans est leur amour indomptable pour l'indépendance. Donc en gros, c'est ce que tu dis en fait, c'est que Oui, vous savez, oui. on qualifie l'Afghanistan de tombeau des empires, c'est-à-dire les Britanniques qui étaient à la fin du 19e, au début du 20e siècle, la grande puissance mondiale, ont tenté par 3 fois de conquérir l'Afghanistan et à chaque fois ils ont échoué. Et c'était à une époque où les empires coloniaux étaient puissants, bien plus puissants qu'aujourd'hui. Ensuite, les Soviétiques ont essayé et ils ont échoué. Et aujourd'hui, les Américains ont échoué. Parce que pour les Afghans, le problème, c'était leur indépendance nationale, la manière dont ils géraient leurs propres affaires et qu'on ne leur impose pas des règles dont ils ne voulaient pas. Et tu en parles aussi dans ton article. Est-ce qu'il n'est pas important de rappeler aux gens qui vont regarder cette vidéo que en fait les États-Unis et le Pakistan, à l'époque de la guerre, en gros le bien et le mal contre le communisme, donc à l'époque où la Russie était en Afghanistan, l'URSS était en Afghanistan, les factions, les fractions qu'ils ont soutenues et financées étaient les factions les plus radicales, qui sont aujourd'hui. Tu Oui, peux oui, tout à développer. Ouais, fait. ouais. C'est-à-dire, le problème, c'est que les Américains et puis les Occidentaux ont vu l'invasion de l'Afghanistan comme la preuve d'une espèce d'expansionnisme soviétique irrésistible, d'une puissance irrésistible, ce qui était absolument ridicule. Enfin, c'est-à-dire ça pouvait être vu comme ça, mais quand on savait qu'est-ce qu'était l'Union soviétique, la crise interne qui allait déboucher sur la perestroïka et ensuite l'effondrement du système communiste, on se rend compte que c'était une vision fausse. Mais dans cette vision fausse, il y avait d'un côté le bien, de l'autre côté le mal. Le bien, c'était les Américains et les Moudjahidines que, à l'époque du président Reagan, on qualifiait de combattants pour la liberté, de combattants de la liberté. Je veux dire, et donc, au lieu, parce que les Soviétiques se sont rendus compte assez vite qu'ils étaient dans une impasse et ils ont voulu négocier. Il y a eu des négociations sous l'égide des Nations Unies. En fait, les Américains ont une position totalement intransigeante sous le terme il faut faire saigner les Russes. Et pour faire saigner les Russes, dans l'opposition au régime communiste en Afghanistan, il y avait différentes fractions. Il y avait des royalistes très modérés, il y avait d'autres partis modérés, mais ce n'est pas eux qui se battaient. Ceux qui se battaient, c'est les éléments les plus extrémistes. Donc on les a aidés, on a favorisé l'arrivée de volontaires étrangers du monde arabe, du monde musulman, pour se battre aux côtés d'eux, et on les a présentés. Il faut relire la manière dont on les présentait dans les années 70, dans les années 80, quoi. Alors, encore une fois, ils se battaient pour l'indépendance nationale, et je pense que l'indépendance nationale était importante, mais on a vraiment favorisé cette génération de gens extrémistes qu'on n'appelait pas à l'époque djihadistes et qui vont devenir Al-Qaïda et qui vont être les cadres non seulement d'Al-Qaïda mais ensuite qui vont essaimer à travers le monde arabe, en Algérie au moment des années 90 et ailleurs. Donc c'était complètement un aveuglement parce que au lieu de voir ce conflit afghan comme, je dirais, un conflit local dans lequel les Occidentaux avaient des intérêts, les Soviétiques, et bon, et qu'il fallait négocier, on l'a vu comme un conflit qui était le conflit de guerre froide, dans lequel la question était de savoir qui allait gagner la guerre froide. Voilà, et donc ça aboutit à cette vision. Mais d'une certaine manière, ça rappelle la guerre contre le terrorisme aujourd'hui, c'est-à-dire que au lieu de, au lieu de considérer après le 11 septembre 2001 qu'il y avait un danger qui était Al-Qaïda, qu'il fallait essayer de le combattre, et il fallait le combattre parce que c'est ce qui a été fait à New York et à Washington, c'est un crime qui est inacceptable, mais on a déclenché une guerre contre le terrorisme qui s'est étendue à toute la planète et qui non seulement a été ingagnable, mais en plus a donné à Al-Qaïda le statut d'ennemi qui fait que tous les gens qui étaient opposés, enfin tous, beaucoup de gens qui étaient opposés aux Occidentaux ou à leur propre régime dans le monde arabe, ont cherché dans Al-Qaïda un allié. Donc
ça a été vraiment une stratégie totalement perdante, perdante pour l'Afghanistan, on le voit aujourd'hui, mais c'est perdant au-delà de l'Afghanistan parce que cette guerre contre le terrorisme, on voit aujourd'hui à quel point elle n'a pas de sens. C'est-à-dire, le problème, le terrorisme, c'est pas une idéologie. Il n'y a aucune organisation qui dit je veux instaurer le terrorisme. C'est un moyen de lutte. C'est un moyen de lutte qui a été utilisé à travers l'histoire par, je le rappelle dans l'article d'Orient 21, il a été utilisé par les anarchistes, il a été utilisé par les groupes sionistes dans les années 30 et 40, il a été utilisé par l'IRA irlandaise. J'insiste aussi pour dire qu'il y a un terrorisme d'État, comme on a pu le voir avec la France en Algérie ou Israël en Palestine. Bon, mais c'est pas, on combat pas ça. Je veux dire, on combat une organisation qui a une idéologie parce que il faut la combattre, parce que son idéologie est dangereuse. Mais là, euh, ça permet, si vous voulez, de qualifier de terroriste n'importe quel groupe qui résiste, même quand il n'est pas terroriste. Et donc on a le PKK, les Kurdes en Turquie, les Palestiniens, tout ça, on le met dans un grand sac qui est le terrorisme. C'est évidemment une guerre ingagnable, et je veux dire d'une certaine manière, la France aussi est en train de s'en rendre compte dans le Sahel. Oui, et puis il faut rappeler aussi que cette guerre contre le terrorisme ou ces guerres impérialistes ont fait des millions de morts, inclus des millions de civils, donc qui ont été souvent voilà, les oubliés de ces guerres parce que ces guerres de pouvoir entre l'Est et l'Ouest ou maintenant contre le terrorisme ont vraiment été catastrophiques. Et ces morts de civils, parce que les frappes chirurgicales, qu'on appelle ça américaines, qui tuent quand même à chaque fois les trois quarts de civils, ont évidemment Oui. donné du pain à moudre à Al-Qaïda Bien et à sûr, Daesh et autres. et aux talibans. Mm. C'est-à-dire que, effectivement, on sait ce que c'est les guerres de guérilla, c'est-à-dire la logique action-réaction, attentat, répression, etc., avec ce que ça suscite comme mort dans les populations civiles, etc. Alors, les Américains disent oui, mais les talibans ont fait plus de morts que nous, mais encore une fois, les gens considèrent que les Américains sont des étrangers ici. Les talibans sont une partie de la société afghane. Mais il y a une logique de terreur et contre-terreur qui est sans fin. Et donc, bon, d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le président, enfin, d'ailleurs, la décision a été celle de Trump, mais que le président Biden a appliqué, c'est-à-dire de dire qu'il faut se retirer, parce que c'est une guerre sans fin. Et alors, on peut évidemment regretter le régime qui va s'instaurer en Afghanistan, mais je veux dire, c'est pas aux Américains d'aller à travers le monde soutenir. D'ailleurs, ils le font pas. Je veux dire, on ne les a pas vus intervenir en Égypte contre la dictature égyptienne où il y a beaucoup de dictateurs qui sont les alliés des États-Unis. Euh, on- les États-Unis, comme souvent les Occidentaux, ils s'intéressent aux dictateurs quand c'est les dictateurs qui leur sont opposés. De même qu'ils redécouvrent les droits des femmes quand ça les arrange. Je rappelle dans l'article que du temps du régime communiste en Afghanistan ou à Kaboul où j'ai pu aller, il y avait des femmes, les femmes avaient accès à l'éducation, elles étaient, on les voyait dans les ministères, etc., etc. Et à l'époque, personne ne parlait du droit des femmes afghanes. Et on a redécouvert le droit des femmes afghanes quand il a fallu justifier l'intervention en 2001. C'est devenu un des arguments de propagande. Et pour parler de ce qui se passe du coup là en ce moment, donc le Taliban clairement a repris le pouvoir, va reprendre le pouvoir. On lit d'ici et là que le Taliban est prêt à négocier, mais je crois que le Taliban, de toute façon, ça fait des années qu'ils disent qu'ils sont prêts à négocier avec soit les Américains, soit le pouvoir en place. Mais clairement, le Taliban est en position de force incroyable. Qu'est-ce que Est-ce que tu crois, toi aussi, que le Taliban a changé depuis 20 ans? Et quand je dis a changé, a pu se modérer, entre guillemets, par rapport aux droits des femmes, on en parlait, et à plein d'autres choses. Bon, d'abord, je pense que les talibans, c'est une organisation qui est mal connue. On ne connaît pas ses tendances internes. Je pense qu'il y a différentes fractions et que, donc, comme dans toutes les organisations, je ne sais pas propre aux talibans, donc c'est difficile de l'extérieur de savoir. Ce qu'on peut dire, c'est que euh, il y a
un apprentissage politique qu'ils ont fait, c'est-à-dire qu'en 20 ans, ils ont appris dans les contacts politiques, dans les négociations, un certain nombre de choses. Il y a aussi le fait quand même la conscience qu'une partie de la société afghane les rejette, à la fois pour des raisons qui tiennent aux différences ethniques qui sont essentiellement des Pashtuns. Mais bon, ils ont fait des progrès dans les régions qui étaient avant celles des autres minorités, tadjiks, etc. Donc là, ils vont devoir négocier. Et puis, ils vont devoir négocier avec leurs voisins. Et on a vu qu'ils ont négocié avec les Chinois, avec les Russes, avec les Iraniens, euh, qui peuvent aussi les amener à modérer leur politique. Maintenant, ça va être un régime quand même islamiste, à mon avis, assez rigoriste. Et après, je veux dire, le salut ne peut pas venir de l'étranger. Le salut, il peut venir de la société afghane qui se mobilise, qui a changé, qui peut avoir d'autres aspirations. En plus, c'est vrai que c'est une société qui, du fait de la guerre, s'est beaucoup urbanisée. Ça a des conséquences, que les gens sont plus en contact avec les médias, enfin, ils voient plus ce qui se passe dans le monde à travers les réseaux sociaux, etc. Mais je pense que c'est un peu trop tôt pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. La question, c'est que la différence, quand ils prennent le pouvoir en 96, ils prennent le pouvoir dans l'indifférence générale. Ils ont l'appui des Pakistanais et les Américains laissent faire. Parce que c'est très loin, parce que les Américains ont gagné la guerre froide et que l'Afghanistan ne les intéresse pas. Aujourd'hui, il y a quand même tous les yeux qui sont tournés vers l'Afghanistan et je pense qu'ils seront très prudents parce qu'ils ne peuvent pas à la fois affronter les Américains, les Russes, les Chinois, etc. Tu parlais des Pakistanais. La grosse source de financement du Taliban, on est d'accord, ça vient du Pakistan. Est-ce qu'il y a d'autres Et il faut rappeler que le Pakistan, d'ailleurs, est un allié des États-Unis. Donc ça aussi, c'est intéressant. Donc, qui finance le Taliban, en fait? Bon, pas de. Enfin, je sais que les talibans, les Pakistanais, depuis la création des talibans en 96, euh, ont, ont reçu de l'aide des Pakistanais. Les Pakistanais, les services secrets pakistanais les ont aidés à se former, les ont aidés à conquérir Kaboul, parce qu'ils ont des intérêts. Les Pakistanais ont toujours considéré que l'Afghanistan était un enjeu entre eux et l'Inde, et donc cette présence pakistanaise, elle va continuer. Ensuite, les talibans ont reçu un certain nombre d'aides, je pense, qui sont venues des réseaux islamistes, sans doute des pays du Golfe, etc. etc. Et puis, ils vont avoir leurs ressources de l'État afghan maintenant, c'est-à-dire, même si j'ai vu que le président euh, Biden a dit il ne débloquerait pas les fonds que l'Afghanistan a des fonds à l'étranger, il ne débloquerait pas les fonds. Je pense qu'il y a des ressources propres à l'Afghanistan. Il y a des richesses dans le sous-sol. Les Chinois sont très impliqués, les Indiens aussi. Bon, on va voir. Oui. Mais c'est un des défis qu'ils vont avoir, le régime afghan, c'est il faut gérer le pays et à mon avis, ils ne pourront pas le gérer comme ils l'ont géré en 96, simplement en se fermant et en proclamant un émirat islamique fermé. Une des questions qui s'est posée sur l'avenir, c'est effectivement leur relation avec Al-Qaïda. C'est-à-dire que depuis quelques années, c'est l'État islamique qui s'est installé en Afghanistan et qui est en guerre ouverte contre les talibans. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Russes se sont rapprochés des talibans, parce qu'ils pensent que l'État islamique, c'est vraiment le danger principal. Donc il y a cet État islamique. Maintenant, il y a des relations entre des cadres des talibans et Al-Qaïda. Jusqu'où ça va? À mon avis, je ne vois pas dans la période actuelle les talibans laissant Al-Qaïda mener des opérations à partir du territoire afghan. Ça me semble très difficile, ça serait très risqué. Merci Alain. Je voulais terminer par ce que tu penses de la réponse de l'Europe et plutôt des pays de l'Union européenne. On a entendu là, hier ou avant-hier Macron qui parlait principalement de se protéger contre des flux migratoires irréguliers.
Hier, il y a aussi Priti Patel au Royaume-Uni qui a dit qu'aucune exception ne sera faite aux Afghans. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ça? Et est-ce que moi, je me mets à la place des Afghans ou des Irakiens ou des Syriens ou des Libyens ou ces pays qui ont été, par cette guerre contre le terrorisme, détruits en partie. Mm. Et maintenant, donc, à cause donc, de ces guerres qui ont été soutenues d'une manière ou d'une autre par la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, et maintenant qui doivent fuir ce que l'Europe a créé, en gros, le monstre, l'Europe dit non, 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 nous, on ne veut pas de vous ici. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Et est-ce que ça peut pas, du coup, alimenter une forme de radicalité, évidemment, encore plus forte que celle qu'on combattait, quelque part? Il faut rappeler qu'en Afghanistan, la France, au départ, a été assez réticente à la forme de la guerre contre le terrorisme. C'est Sarkozy qui a impliqué nos troupes et qui a fait de la France une partie prenante. Donc, bon, ça, c'est quand même important. Je dirais il y a plusieurs éléments dans la réponse. Il y a une réponse sur la question des réfugiés en disant on craint un flux de réfugiés. Le discours de Macron, c'est un discours pour capter l'électorat de droite, parce que je ne pense pas qu'il va y avoir une vague d'émigrés afghans. C'est quand même pas la porte à côté. Pour arriver rapidement, je pense que c'est un peu difficile. Donc ça c'est un problème. Mais la seconde chose, moi, qui me frappe, c'est qu'il n'y a aucune leçon réelle tirée en tous les cas, dans les déclarations du fiasco afghan. Je pense que pour la France, il y a des leçons à tirer pour le Sahel, mais pour toute l'Europe sur effectivement ce concept de la guerre contre le terrorisme, dont l'Europe n'est pas un acteur majeur, enfin la France en partie, mais le Royaume-Uni aussi, mais la plupart des pays européens non, mais quand même qui est extrêmement nocif et qui effectivement contribue à aggraver nos relations avec, en tous les cas, avec le monde musulman. Merci, Alain. Est-ce que tu crois, dernière question, est-ce que tu crois à une autre guerre possible? Genre, parce que là, j'ai vu que les États-Unis, dimanche, avaient donné l'accord à l'envoi de 1000 troupes, du coup, en Non, Afghanistan. Oui, non, non, je pense qu'aujourd'hui, enfin, vraiment, je ne vois pas une implication nouvelle. Ils ont envoyé des gens pour évacuer, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que oui, ça arrive si vite, l'effondrement. Donc, ils ont des problèmes pour rapatrier leurs hommes là-bas, leurs hommes et leurs femmes, puisqu'il y a des soldats oui. aussi, et leurs cadres, etc. Et que ça s'est fait un peu dans la panique. Mais sinon, non, non, je ne crois pas. Je crois que Biden a été très clair. Je pense que et c'est pas seulement Biden, c'est le fait que ce soit Trump qui ait pris la décision est intéressant. Il y a Mm. une fatigue aux États-Unis de ce type de conflit où on envoie des gens sur le terrain et qui sont des guerres sans fin. C'est l'Irak, c'est c'est l'Irak, l'Afghanistan. Alors on pourrait faire d'autres formes de guerre contre le terrorisme avec l'utilisation des drones et tout. Mais je crois qu'aujourd'hui, avant que les États-Unis s'investissent massivement dans un conflit local, il prendra du temps. On peut imaginer quelque chose du côté chinois, à Taïwan, Asie, mais en dehors de ça, je ne vois pas les Américains intervenir aujourd'hui massivement avec des troupes au sol. Bah, merci beaucoup, Voilà, Alain Grèche. allez, Merci, c'était formidable. Bonne journée. merci à toi. À Au très revoir. vite, au revoir.